et bonjour à toutes et à tous. En effet, ce jeudi est consacré au statut des collections photographiques de terrain dans les écomusées et les musées de société. Et pour en discuter, va prendre la parole tour à tour donc Marie-Ève Bouillon, qui est historienne de la photographie et conservatrice du patrimoine, responsable des fonds photographiques aux Archives nationales. Elle est docteure en histoire de l'EHESS et ses recherches portent sur l'économie de la photographie et la carte postale entre 1863 et 1918. Elle a publié de nombreux textes à ce sujet. Elle est membre du comité de rédaction de la revue Photographica. Elle a travaillé au Musée national des arts et traditions populaires entre 2000 et 2002, puis 10 ans à l'atelier de restauration et de conservation des photographies de la ville de Paris. Elle est diplômée de l'école du Louvre, diplômée du master de conservation préventive de l'université de Paris 1 et a été commissaire d'exposition, dont celle dont elle va nous parler, comme au Salon des Arts Ménagers, aux Archives nationales et au MUSEM en 2023, et Nouvelle du Paradis, la carte postale de vacances au Musée de la Poste en 2024. Donc, merci à elle d'être parmi nous. Il y aura également la prise de parole donc, de Raphaël Bory, qui est conservateur au MUSEM, où il est responsable du pôle croyances et religion. Il est historien de formation. Il s'est notamment intéressé au MUSEM à l'histoire de l'ethnographie de l'Europe, en particulier donc, depuis les collections européennes du Musée de l'Homme, et notamment celles relatives à l'Italie, dont il va nous parler aujourd'hui. Et je remercie également Laurence Prodhomme, qui est historienne de l'art et ethnologue de formation, conservatrice du patrimoine et responsable au Musée de Bretagne de Rennes de la cellule recherche. Elle a la responsabilité scientifique des collections photographiques, des collections textiles et de celles liées à l'affaire Dreyfus, et elle a assuré donc de nombreux commissariats au Musée de Bretagne. Donc, pour introduire ce jeudi, il s'agit aussi de le replacer dans le contexte un peu plus large du bicentenaire de la photographie qui se déroule entre 2026 et 2027, cette grande célébration nationale qui marque les 200 ans des premières expérimentations de Nicéphore Niepce. Et au-delà en fait de la commémoration, ce bicentenaire constitue finalement aussi un moment critique, puisqu'il ne s'agit plus seulement de célébrer l'invention d'un médium, mais aussi d'interroger ce que 2 siècles de photographie ont pu produire en termes d'archives, de mémoire et de récits sociaux. Et c'est précisément l'ambition justement du colloque aussi international intitulé Sous nos yeux, 2 siècles d'archives photographiques, qui se tiendra au MUSEM en mars 2027 et dont l'appel à contribution vient d'être publié. Et cet appel propose un déplacement important. Il invite d'abord à sortir d'une vision strictement patrimoniale ou artistique de la photographie. Pendant longtemps, on va dire que l'entrée de la photographie au musée a consisté à reconnaître sa valeur esthétique, à l'ériger au rang d'œuvre. Le colloque propose au contraire de porter attention à des photographies qu'on pourrait qualifier d'ordinaires, de vernaculaires, familiales, administratives ou ethnographiques, et toutes ces images qui n'étaient pas destinées à devenir des œuvres, mais qui constituent aujourd'hui une matière d'archives considérable. Donc, ce colloque invite ensuite à penser finalement les images non seulement comme des objets produits, mais comme des trajectoires, c'est-à-dire qu'une photographie ne se réduit pas à son moment de prise de vue, elle circule, elle change de statut, elle est conservée, oubliée, redécouverte, institutionnalisée, parfois perdue. Donc, elle peut aussi passer, disons, d'un album familial à un fonds public, d'un outil d'enquête à une vitrine muséale. Et donc, ce sont tous ces déplacements que ce colloque entend d'explorer.
Et autre point essentiel, c'est l'attention aussi portée au lieu de constitution des archives. Donc les photographies ne se trouvent pas uniquement dans les grandes institutions patrimoniales, elles existent aussi dans les familles, dans les associations, dans les collectes locales, dans des fonds qu'on pourrait qualifier de fragiles, de dispersés, parfois menacés. Autrement dit, l'archive photographique est partout, mais son statut est rarement stabilisé. Et pour finir, le colloque du bicentenaire insiste sur la dimension politique et sociale des archives photographiques. Les images construisent donc des récits nationaux, territoriaux, professionnels, familiaux, et elles participent ainsi à la fabrique de la mémoire collective. Elle rend donc visibles certains groupes et peut en invisibiliser par ailleurs d'autres. Donc, interroger les archives photographiques, c'est donc aussi interroger les rapports de pouvoir ou les processus de sélection et d'exclusion. Donc, on voit combien tous ces questionnements peuvent entrer en résonance directe avec notre thème d'aujourd'hui, le statut des collections photographiques de terrain dans les écomusées et musées de société, puisque dans nos institutions, la photographie de terrain occupe une position singulière. Elle est à la fois document scientifique, trace ethnographique, outil d'enquête, support de médiation, parfois œuvre, parfois archive. Elle est produite dans un contexte précis, parfois directement en prise avec le musée lorsqu'il lance des enquêtes, des collectes ou des reportages. Et donc, les questions soulevées par l'appel au colloque sont finalement aussi les nôtres, soit à quel moment une photographie de terrain devient-elle patrimoine, qui décide de son statut, comment préserver aussi son contexte de production tout en le rendant visible, comment exposer, comment maintenir aussi le lien entre image, terrain, communauté concernée, voire objet. Donc la table ronde de ce matin constitue ainsi à son échelle une contribution à ce débat en croisant des expériences de commissariat, de gestion, de fonds issus de collectes et d'analyses aussi comparatives de regards sur un même terrain. Nous allons donc interroger concrètement la manière dont nos institutions fabriquent ou transforment le statut des photographies. Et donc, pour commencer, je vais laisser la parole à Marie-Ève Bouillon, qui va pouvoir aussi parler tout en particulier de son expérience de commissariat et penser la photographie comme objet aussi d'exposition, de recontextualisation, comment exposer aussi des images produites parfois hors champ artistique et quelle réception elle pourra aussi partager cette expérience de scénographie, de médiation, de contextualisation, de recherche et quelle donc réception publique de ces projets. Donc Marie-Ève, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Marie-Charlotte, de l'invitation. Merci aussi à la FEMS. Donc, je vais vous partager tout de suite mon PowerPoint. Voilà. Alors, aux Archives nationales, nous avons la spécificité de conserver des photographies en contexte. Il s'agit en effet de commandes, de collectes documentaires, de photographies qui démontrent aussi des preuves, qui apportent des preuves, qui intègrent des rapports, hein, mais aussi des photographies d'enquête. Ce ne sont donc pas des collections photographiques, mais des archives photographiques qui ont un sens, hein, véritablement dans l'écosystème dans lequel elles sont conservées, c'est-à-dire souvent en dialogue avec les autres archives écrites ou voilà, ou diverses archives iconographiques qui sont aussi conservées dans les mêmes fonds. Donc pour cette thématique du statut des collections photographiques, mon intervention
portera en fait sur le passage de ces photographies archivées vers leur exposition et des différentes modalités d'exposition que j'ai pu expérimenter, au moins à travers ces deux exemples récents, qui sont donc l'exposition sur le Salon des Arts Ménagers, présentée donc à Paris en 2022 et aux Archives nationales, hein, et la deuxième exposition sur la carte postale au musée de la Poste. Alors il s'agit de deux approches complètement différentes puisque l'exposition sur le Salon des Arts Ménagers, pour l'exposition sur le Salon des Arts Ménagers, nous partions d'un fonds photographique constitué, conservé aux Archives nationales, alors que pour l'exposition sur la carte postale, nous devions composer complètement le corpus. Donc, il n'y avait pas de fond de départ. Et nous avons expérimenté, du coup, cette exposition de cet objet très complexe, qui est la carte postale, à peine patrimonialisée, et pour cela réfléchi à, aux modalités de sa présentation. Donc, aux Archives nationales, il est important pour nous d'atteindre deux objectifs pour les expositions. Donc, faire découvrir la richesse des fonds photographiques pour le grand public, mais aussi et surtout susciter l'intérêt des chercheurs et ouvrir de nouvelles pistes de recherche. C'est une des missions fondamentales des Archives nationales. Donc, ces deux objectifs peuvent paraître paradoxaux et difficile à tenir parfois, mais c'est une mission très importante et une des spécificités du lieu en fait, des Archives nationales qui accueillent des lecteurs et des chercheurs. Pour les expositions sur la photographie, il y en a assez peu aux Archives nationales, mais cette exposition Plateau volant, motolaveur pure et minute, au Salon des Arts Ménagers, qui a été présenté à Pierrefitte-sur-Seine en 2022, a été pensée entièrement à partir d'un fonds d'archives photographiques et papier, plus administrative. Donc 40 000 photographies, des photographies qui sont conservées en album, mais des albums qui sont dont on peut facilement isoler les photographies, et un fond papier administratif, iconographique de 300 mètres linéaires, donc extrêmement massif, que nous avons exploré pour cette exposition. Donc le Salon des Arts Ménagers, rapidement, c'est un événement organisé annuellement, qui arrive à Paris, au Grand Palais tout d'abord, et puis au CNIT de la Défense de 1923 à 1983, et qui a révolutionné véritablement la vie domestique et l'équipement du foyer. Il a modelé véritablement nos conceptions modernes de l'aménagement des intérieurs. On a l'habitude de dire qu'il s'agit du spectacle de la société de consommation lors des expositions. Il s'agissait d'une grande fête populaire, hein, où étaient présentées les innovations et les innovations pour le foyer. Il y avait une très forte fréquentation de ce salon, plus de 1,5 million de visiteurs dans les années 50 qui venaient de partout en France et qui voyaient se transformer le Grand Palais en fourmilière humaine. Donc, ce qui était intéressant dans ce thème du Salon des Arts Ménagers, c'est que cette histoire croisait de multiples sujets d'histoire sociale, culturelle et matérielle autour de la société de consommation. Le projet a émergé en 2020, alors que nous étions toutes et tous attentifs à nos intérieurs, puisque c'était durant le confinement. Et nous faisions tous aussi le constat et nous avions tous beaucoup de réflexions sur sur le confort de vie dans nos intérieurs, sur les inégalités sociales, aussi dues à la situation du confinement. Donc c'était vraiment, je dirais, là aussi les réflexions presque en contexte. Il faut aussi souligner que ce fonds des arts ménagers, du Salon des Arts Ménagers, est un fonds public versé par le CNRS, un fonds d'archives public versé par le CNRS, qui est l'instance responsable en fait du commissariat général du Salon des Arts Ménagers.
et qu'il s'agit d'une documentation, en fait. Ce font une documentation, enfin, en tout cas les photographies qu'ils composent, les 40 000 photographies, documentation des installations du salon, des stands, des événements qui s'y déroulent, d'où ce côté un peu foisonnant et plutôt normatif, en fait, de ces archives photographiques d'année en année. Ces archives photographiques que nous avons exposées, plus généralement visuelles, donc sautent au cœur du salon, au cœur de l'exposition, excusez-moi. Et les archives visuelles, donc on va au-delà de la photographie, ce sont des films, des photographies, des documents, des affiches, des tickets, des dessins, des plans, des revues de presse et des caricatures. Comme vous pouvez le voir ici à l'entrée, nous avons fait le pari d'une présentation plutôt immersive à l'entrée et utiliser la photographie de différentes manières. On joue avec le statut vraiment de la photographie ici, qui est à la fois image, donc, enfin iconographie. Là, vous voyez à l'entrée, on s'en sert vraiment d'iconographie. C'est un salon des années 50. Alors, on présente aussi la photographie comme document, je vais vous montrer tout à l'heure, et puis aussi comme œuvre avec un passe-partout, etc., encadré. Donc, il y avait toutes ces modalités en fait de présentation dans l'exposition. Comme vous le voyez ici à l'entrée, on a souhaité donc cet aspect immersif pour que la photographie devienne presque cette métaphore du salon avec des perspectives, avec ses allées et ses couleurs en fait très vives des années 50. Et cela permettait de faire ressentir aussi au public l'ambiance véritablement du salon, c'est-à-dire le chaos de marques et d'enseignes visibles dès l'entrée. Alors, pour mettre en valeur alors là, la photographie que vous voyez ici, par exemple, nous n'avions aussi pas le choix que de les présenter de cette manière-là, puisque les objets photographiques à l'origine de ces images ne sont pas exposables. Ici, en fait, c'est une vue stéréoscopique sur film, voilà, comme une diapositive finalement des années 50. Donc, pour la mettre en valeur, l'agrandir, en fait, était vraiment nécessaire. Voilà, nous avons aussi pu présenter certains tirages de cette manière-là en vitrophanie dès l'entrée. Ici, c'est la présentation au Salon des Arts Ménagers. Si vous étiez des enfants ou les adultes, expérimentez des meubles agrandis comme un enfant de 6 ans. Voilà. Alors ici, à nouveau, à gauche, nous avons des agrandissements d'autochrome sur la vue de gauche, pareil, là, pour des questions d'origine de l'objet photographique, nous avions préféré les agrandir, en fait, puisqu'ils sont vraiment très impressionnants agrandis, et que l'objet original, que ce soit des autochromes ou même des matrices de négatifs, comme ici, vous voyez sur la droite de l'image, une série de négatifs de la gymnastique du nourrisson, on les aperçoit, mais qui en effet était présenté beaucoup mieux de cette manière-là, agrandie, et permettait aussi de les montrer en série. Vous voyez ici que le parti aussi pris était de faire dialoguer les photographies avec des documents plus papier, plus traditionnels, des brochures commerciales, des revues, le film. Ici, en fait, on parlait donc de Paulette Bernège et de l'enseignement ménager. Voilà. Donc là, nous avons aussi pu présenter des photographies de manière plus traditionnelle, c'est-à-dire sous passe-partout, puisqu'il s'agissait de vues très impressionnantes de photographes qui sont un peu connus, qui sont Collard. Collard qui a photographié pendant 40 ans le Salon des Arts Ménagers, ou alors Colas, Chevaujon, Manuel Frère, donc des photographes qui sont devenus aussi des auteurs. Et donc, nous avons souhaité, là, les présenter sous passe-partout pour mettre en valeur le regard du photographe, son point de vue sur le Grand Palais et les jeux de lumière, en fait, que cela permettait.
Et parfois, donc on voyait, on se permettait aussi de présenter les photographies avec un passe-partout d'origine, c'est-à-dire comme un document que l'on découvre comme une archive dans son classeur. Euh, cette exposition a été présentée par la suite au MUSEM, sous le commissariat de Marie-Charlotte Calafargue, Lascaux et moi-même. Donc, c'est une réadaptation où nous avons pu à nouveau faire jouer cette confrontation donc des photographies euh, traditionnelles et modernes du salon, mais surtout d'enrichir en fait le projet avec la présentation d'objets des collections du MUSEM. Et donc pour enrichir encore davantage le dialogue des photographies avec tout leur écosystème, c'est-à-dire archives, mais aussi mettre en valeur les objets. Euh, donc le deuxième projet sur lequel je voulais venir d'exposition, Nouvelles du Paradis, la carte postale de vacances qui était présentée au musée de la Poste. Et donc là, comme je vous le disais au début, la carte postale, nous devions constituer notre propre corpus. Il n'y avait pas de fond de carte postale définie. C'est un objet qui est extrêmement complexe à présenter, la carte postale, parce qu'à la fois petit, sériel, à la fois aussi trop, euh, comment dire, familier, en fait, trop familier presque, qui nécessitait donc de mettre en place des dispositifs de présentation très variés pour éviter la redondance. De plus, nous souhaitions en effet mélanger pour cette exposition l'histoire, l'ethnologie et l'art contemporain, aborder véritablement cet objet carte postale comme un objet de la culture visuelle qu'il a alimenté évidemment, et aussi présenter sa production, sa matérialité, ses logiques de commercialisation et ses réinterprétations par les artistes contemporains. Donc au-delà de l'objet banal, il s'agissait de le montrer comme un porteur de mémoire. Donc ici, nous avions mis en place des portants, un peu comme les portants de cartes postales, pour montrer les cartes postales en série, mais aussi tout un ensemble sur la production de la carte postale du côté des industriels. Et évidemment aussi l'aspect graphique en fait, que la carte postale pouvait prendre, pour laquelle la carte postale est essentielle, en fait, en tout cas les évolutions graphiques, on va dire. L'aspect aussi appropriation avec le côté écrit. Donc, vous voyez, on a présenté en série dans la partie des portants, mais aussi des photographies, des cartes postales, pardon, uniques, en fait, qui jouent comme ça avec l'écrit. Et pour finir, une dernière salle qui nous permettait de présenter des dispositifs, enfin des créations artistiques à partir de la carte postale. Donc, nous voyons ici l'œuvre de Mathieu Pernaut réalisée en 2017 à partir d'un fonds d'archives de cartes postales de l'entreprise Lapi. Et qui est une carte postale, pardon, imaginaire du territoire d'Origa Castra, et qui dialoguait aussi avec d'autres approches de collectionneurs, cette fois à travers des albums. Donc voilà, pour conclure, nous, à travers ces deux projets, carte postale et art ménager, l'ambition était de faire varier les approches de la photographie vers aussi un objet populaire, présenter cet objet populaire aussi qui est la carte postale de différentes, voilà, de différentes manières. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Marie-Ève. C'était très intéressant et notamment d'entendre
ce rapport en fait aussi des Archives nationales a une mission qui consiste non seulement à faire connaître les fonds au public, mais aussi à susciter l'intérêt des chercheurs et ouvrir de nouvelles pistes de recherche. Je trouve que c'est très intéressant et par ailleurs, merci pour vraiment le panel et l'étendue des questions soulevées sur la manière de présenter, les choix qui sont faits entre ces deux expos où il y a à la fois un côté partir d'un fonds monstrueux et faire une sélection et d'un autre, comme tu l'as expliqué, constituer un fonds et des défis quand même d'exposition assez intéressantes que tu as soulevés. Donc voilà, merci beaucoup. Et maintenant, je propose donc de laisser la parole à Laurence pour qu'elle puisse évoquer la question des photographies aussi issues de collectes et de reportages liées aussi à l'histoire du musée de Bretagne, soulevant des questions d'enjeux patrimoniaux et de gestion de fonds. Merci Laurence, à toi la parole. Merci Marie-Charlotte et bonjour à tous. Je vais essayer moi aussi de partager. Donc, le musée, alors je voulais commencer cette présentation par ce que je ne vais pas présenter par la suite, mais qui est en lien vraiment très direct avec l'histoire du musée, c'est-à-dire d'évoquer quand même ces très riches collections photographiques. Donc, pourquoi j'ai souhaité les présenter en priorité? Parce qu'en fait, la fonction de ce qu'on appelle, nous, l'atelier photo que je vais développer par la suite, il est vraiment lié à l'existence de ce fonds. Donc, fonds qui, lui, évidemment, est porté à l'inventaire. Ce sont des collections qui font partie des collections muséales. Un petit aperçu Laurence, du pardon, nom. Oui. on ne voit pas votre PowerPoint. Ah, ben ça, c'est bête alors. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Et là? Alors, je ne sais pas si vous avez partagé votre écran depuis Normalement, oui, l'application mais Teams, bon, la fenêtre. je recommence. Logiquement, oui, mais visiblement, non. Voilà, je vois. C'est ce que je n'ai pas fait. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est parfait, merci beaucoup. Désolée. Donc, les deux premières diapositives que j'ai présentées évoquaient justement les collections photographiques qui, elles, sont inscrites à l'inventaire et qui sont donc numériquement très importantes. Mais moi, ce que je voulais évoquer avec vous assez brièvement, c'est de dresser le portrait du travail des photographes du musée, qui, je pense, c'est une spécificité peut-être pas unique du musée de Bretagne, mais on a quand même depuis si longtemps l'existence de cet atelier. Je pense que ce n'est pas non plus très, très courant. Alors, il existe donc, c'est grâce au travail de ces photographes que l'on a pu constituer une véritable banque d'images, en fait, qui est précieuse pour toutes les activités du musée. Et cet atelier, il a quand même aujourd'hui pratiquement 60 ans. Donc, je pense que ça, c'est pas non plus dans des équipements de notre taille. En tous les cas, c'est sans doute pas quelque chose de très fréquent. Nos prédécesseurs se sont inquiétés très tôt, en fait, dans les années 1950, de faire une place à une photographie documentaire qui, justement, documentait les collections. Le premier photographe était quelqu'un de l'extérieur qui était un ancien photographe du journal Ouest France. Et le premier atelier photo qui a été installé au musée l'a été aussi avec du matériel qui provenait du journal Ouest France, du matériel déclassé. Alors, l'atelier photographique tel qu'on le connaît aujourd'hui, il a pris naissance en 1970 avec la création d'un poste de titulaire photographe qui, à ce moment-là, était commun au musée des Beaux-Arts et au musée de Bretagne, qui n'était qu'une section. Mais en 1975, il y a vraiment un poste de photographe qui est créé uniquement destiné au musée de Bretagne qui va naître l'année suivante. Et puis en 1991, un deuxième poste, et enfin en 1996, un autre poste qui remplace quelqu'un qui était par contre parti à la retraite. Mais donc c'est tout ça pour indiquer qu'il y a eu quand même une grande continuité. Et puis les images, elles existent depuis 1955 vraiment. Des images donc, qui étaient classées, numérotées, etc. Les clichés entre 1950 et 1975 sont pratiquement tout le temps en noir et blanc. À partir de 1976, il y a eu des clichés couleurs, des diapositives, des hectachromes et des clichés négatifs aussi. Dans les années 80, il y avait systématiquement une triple série de clichés qui étaient effectués, donc des clichés noir et blanc, couleurs, diapos, etc.
Et puis, l'atelier, alors je ne vous ai pas montré l'image de l'atelier aujourd'hui. C'est-à-dire que le premier atelier était dans les caves, il a pris du grade, il est d'abord monté au 2e étage de l'établissement, et puis depuis donc, le déplacement du musée, le déménagement du musée de Bretagne jusqu'au Champ Libre en 2006, là aujourd'hui, le photographe dispose d'un laboratoire argentique qui lui est maintenant réduit à peau de chagrin, mais d'un grand studio photo de 200 mètres carrés qui fait l'envie de beaucoup de photographes. L'atelier a été équipé de matériel pour prise de vue numérique dès 1999, ce qui était quand même assez tôt aussi. Et puis pendant plusieurs années, argentique et numérique ont cohabité à proportion à peu près égale. Mais à partir de 2006, les prises de vue argentiques sont devenues très ponctuelles avant d'être complètement arrêtées en 2010 et remplacées par la photographie numérique. Voilà. Alors, l'activité des photographes s'articule autour de trois grands axes. Je vais simplement citer deux d'entre eux et développer celui du milieu qui me semble le plus en lien avec la thématique de la journée, de la matinée d'aujourd'hui. Donc, évidemment, les photographes font un travail de prise de vue d'objets de collection. Bon, ça, je pense que je n'ai pas besoin de beaucoup développer. Tout le monde sait que c'est l'une des phases de la chaîne de travail autour de l'inventaire. Ils réalisent également des suivis de commandes à la fois internes au musée et extérieurs aussi. Mais ce qui me semble le plus en lien avec notre sujet, ce sont bel et bien les reportages qu'ils effectuent. Alors là aussi, j'ai redivisé tous ces. Bon, il y a énormément, une grande diversité en fait autour de ces reportages, mais j'ai retenu trois thèmes qui me paraissent quand même les plus représentatifs. Donc, ils sont les reportages liés aux expositions, ceux liés aux collections, et enfin des reportages liés à des événements locaux ou régionaux, ou voire nationaux. Alors, de nombreuses expositions appellent en effet la présence du photographe pour enrichir l'iconographie, la documentation autour du sujet ou même pour la mise en œuvre de l'exposition elle-même. Ça peut également être un travail iconographique demandé pour la publication d'un catalogue. Alors, je présente quelques exemples. Donc, en 2000, alors c'est pas la bonne image, voilà. En 2025, donc l'exposition qui a fermé il y a peu de temps consacrée au carnaval, elle a nécessité de nombreux déplacements sur notamment les sites des 6 communes bretonnes sur lesquelles se déroulait un carnaval. Je vais revenir à l'image d'avant, si j'y arrive, voilà. Là, c'est donc une exposition qui s'intitulait Alambic et vieilles bouteilles, présentée à l'écomusée de la Bintinée, et qui a demandé là aussi un travail de reportage. Donc le musée possède un alambic qui a été présenté lors de cette exposition, mais les collègues de l'écomusée avaient également rencontré de nombreux distillateurs ambulants pour échanger sur leur travail, etc. Donc, il n'y a pas eu réellement d'enquête ethnographique, mais il y a eu des échanges pour comprendre la façon dont fonctionnait l'engin, la manière dont les gens se déplaçaient, etc. Et il y a eu un très, très beau reportage photo qui a été fait à cette occasion par le collègue photographe. En 2009, une grande exposition intitulée Odorico 100 ans de mosaïque, qui était consacrée à un atelier de mosaïste italien installé en Bretagne, a nécessité, alors là encore, bien davantage de déplacements, en l'occurrence dans tout le Grand Ouest, puisque cet atelier n'a pas œuvré qu'en Bretagne, mais très très largement dans l'ouest de la France. Et alors là, ces images, on pourrait presque dire qu'elles se rattachent aux travaux des photographes du service de l'inventaire, puisque là, il s'agissait de constituer une sorte de base de données, notamment, alors, importante notamment parce que beaucoup de ces créations sont dans des maisons particulières, donc dans des bâtiments privés qui ne sont pas accessibles au commun des mortels. Donc il y a aussi des façades d'immeubles, mais il y a quand même notamment des salles de bain assez exceptionnelles qui sont évidemment chez les gens. Donc il fallait là faire vraiment beaucoup de reportages pour constituer une espèce de corpus sur toutes les productions qui ont été réalisées pendant cet atelier de la fin du 19e siècle jusqu'aux années 1970. Enfin, alors toute autre présentation, le musée a lancé dans le cadre d'une exposition dont vous avez sans doute entendu parler, qui s'appelait Celtic, point d'interrogation, un travail de collectage en fait autour des tatouages et du lien des tatouages à la Bretagne, donc qui s'appelait La Bretagne dans la peau.
et qui là a été, donc c'était une invitation du musée, les gens étaient volontaires évidemment pour se faire photographier, et Alain Hamel, notre photographe, a réalisé de très beaux portraits dans ce cadre-là. Ce n'était pas non plus une enquête ethno à proprement parler, mais par contre, chaque personne tatouée, on lui demandait de rédiger quelques mots pour expliquer pourquoi il avait choisi cette technique-là, déjà d'embellissement du corps, et pourquoi le lien avec la Bretagne. Alors, la deuxième catégorie de reportage liée aux collections, elle est liée aux collections, j'allais dire presque en amont des nouvelles acquisitions de façon à contextualiser. Les trois exemples que vous voyez, donc l'un concerne une collecte que l'on avait lancée sur le sport amateur. Bon, là, en l'occurrence, ce n'est pas le sport amateur puisque c'est le passage du Tour de France en Bretagne, mais le lien était à faire quand même avec les gens qui pratiquent le vélo en amateur. L'image du bas évoque un salon de coiffure dont on a collecté les objets. Et là, donc, l'intérêt était bien sûr de garder trace de la mémoire de cet établissement en place. Et puis, la petite clé qui est en haut évoque donc une autre collecte que nous avons effectuée en 2018 à Lorient auprès d'un hôtel qui donc existait depuis très très longtemps et qui avait été en partie détruit pendant la guerre, reconstruit, mais qui n'était plus aux normes. Donc la propriétaire ne pouvait plus en fait exercer son métier et nous avons collecté une chambre entière. C'était du mobilier des années 50, en fait, qui n'avait pas bougé du tout depuis le début des années 50. Et donc là, il y a eu un gros travail de reportage pour garder trace de la manière dont était organisé l'hôtel. Enfin, le dernier type de reportage, ce sont ceux liés aux événements locaux ou d'actualité contemporaine. Donc là, vous voyez une des récentes images qu'Alain Hamel a réalisées lors de le 8 mars, la journée des femmes à Rennes. Mais il y a eu d'autres reportages dans des domaines très différents, comme l'année dernière, les 50 ans d'un grand festival qui s'appelle la Bogue d'Or, qui se déroule à Redon, festival de musique et de danse, où là, Alain a réalisé aussi beaucoup de photos. L'autre donc grand nombre de reportages et de photos qui sont faits, ce que moi j'ai appelé la mémoire du musée en fait. Donc tous les événements qui sont liés au musée, alors les expositions avec parfois des prises de vue au moment même du montage, systématiquement des prises de vue sans public de la totalité de l'exposition, puis de nouvelles prises de vue avec le public. Bon, généralement la nuit des musées est couverte, enfin, tous les grands événements voilà, auquel le musée participe. Alors ensuite, donc quel traitement et quel usage pour ce gisement iconographique? J'ai utilisé à volonté le terme de gisement parce que c'est vrai que ce sont des millions en fait de clichés. Hein. Donc les clichés argentiques ont toujours été, il y a toujours eu une organisation quand même relativement bien faite, hein, il me semble. Les clichés argentiques étaient numérotés avec un numéro d'ordre qui courait sur une année entière, avec la différenciation des clichés, bon, N pour noir et blanc, c'était pas très original, C pour couleur, etc. Et puis après, le format a été décliné avec un autre numéro. Et les photographes utilisaient et ont utilisé pendant fort longtemps des cahiers. Et tous ces numéros étaient reportés sur un cahier avec parfois des informations sur les conditions de la prise de vue pour des reportages. Alors aujourd'hui, il n'y a plus que deux formats, le format TIFF et le format JPEG, où l'image est compressée destinée à la mise en ligne. Le logiciel que l'on utilise, c'est Flora, je pense que je peux le nommer, qui est le même en fait que celui utilisé pour la gestion des collections. Il y a un onglet spécifique qui s'appelle Photothèque qui permet de différencier ces images de celles en collection muséale. Et les données sont saisies par le photographe, le nommage de l'image, l'indexation, les précisions. L'indexation est quand même souvent, alors je vous ai mis, mais je ne vous les montre pas, voilà, deux fiches qui montrent que bon, la description est quand même beaucoup plus limitée que ce que l'on fait, nous, dans le cadre de l'inventaire pour les collections muséales, mais il y a quand même toujours un minimum d'informations qui est le lieu, la date, les personnes représentées. Bon, s'il y a quelque chose à préciser, ça l'est également. Alors, toutes ces images faites par le photographe, elles sont consultables aussi par toute l'équipe du musée, de la même manière que les collections muséales, évidemment. Donc, c'est un outil qui est très, très précieux et qu'on utilise tous régulièrement. Enfin, elles sont mises à disposition du public sur le site des collections en ligne. Elles sont accessibles, elles aussi, comme les collections muséales. Et le musée a fait le choix d'une ouverture des données en 2017 avec une autorisation assez large des images proposées, en respectant bien sûr le droit d'auteur et en respectant aussi les différentes licences qui sont mentionnées sur chaque notice. Et un nouveau site sera disponible en juin prochain avec de nouvelles
fonctionnalités. Donc, je vous invite à revenir au mois de juin éventuellement pour voir toutes ces nouveautés. Et je termine avec un petit hommage à l'un de nos photographes. Il s'agissait là d'un énorme chantier qui a été réalisé dans le cadre de la publication du Dictionnaire du patrimoine breton, où là, ils étaient deux à ce moment-là, ils ont fait énormément de déplacements sur toute la région. Et là aussi, on a du coup une banque d'images très importante sur des lieux qui n'avaient pas été photographiés. Je vous remercie. Merci beaucoup, Laurence, et cette magnifique photo de fin. Donc, effectivement, c'était vraiment intéressant d'entendre comment peut être mis en lumière aussi le rôle assez central d'un atelier photographique au sein d'un musée à travers un cas, comme vous l'avez souligné, assez spécifique, hein, avec plus de 60 ans d'activité qui accompagne aussi bien donc collecte et exposition. Enfin, vraiment, c'est très intéressant de voir aussi tous les moyens, les outils à louer jusqu'à la manière aussi de gérer ces fonds. Donc, merci beaucoup pour cette intervention et ce partage. Et je laisse maintenant la parole à Raphaël Bory, où l'idée est d'évoquer sur un même terrain deux regards, celui d'un ethnologue et celui d'un photographe. Je te laisse la parole. Alors, merci Marie-Charlotte, bonjour à tous et à toutes, et je vais effectivement vous parler de ces deux regards photographiques sur une même région pour voir justement la manière dont les photographies sont prises, conçues lors de leur réalisation, leur fait lorsqu'elles confluent et se retrouvent ensemble dans une même institution, en l'occurrence le MUSEM, puisque celui-ci conserve deux corpus photographiques qui ont été produits à quelques mois d'écart dans le sud de l'Italie, celui d'une ethnologue professionnelle, Monique Roussel de Fontanès, ethnologue de formation, qui a travaillé au département Europe du Musée de l'Homme et qui s'est rendue en Calabre en mission à de nombreuses reprises en 1952, 1953, 1955, 1962, chaque fois pendant plusieurs mois, pour y enquêter en particulier sur le costume traditionnel féminin, collecter des objets pour le musée, c'est bien ça la première mission, objectif de ces missions, et d'autre part, le fonds photographique d'André Martin, lui, photographe professionnel, formé à l'école de Vaugirard, et qui a passé un peu plus de 6 mois dans le sud de l'Italie, lui aussi, entre la Sicile, la Calabre, la Basilicate et les Pouilles, toujours dans les années 1950, ou 1958, et cela sans objectif précis, contrairement à Monique Roussel de Fontanès, sinon celui de faire des images, des photographies, et il l'a effectivement fait, puisque pendant ces 6 mois, il va réaliser un petit peu plus de 15 000 clichés. Leurs fonds sont arrivés au MUSEM par des voies distinctes. Les archives de Monique Roussel de Fontanès ont été données en 2007 par l'ethnologue elle-même au musée, qui était soucieuse de maintenir le lien entre ses photographies et les objets déposés au musée. Elle ne souhaitait pas que ces photographies rejoignent la photothèque du musée du Quai Branly comme le reste des photographies relatives à l'Europe. Elle était vraiment soucieuse de garder cette cohérence entre archives, photographies et collections, et on remercie considérablement pour ça. Et c'est dans le cadre d'un travail sur les collections italiennes que j'ai justement étudié, fait numériser ces photographies, et c'est dans le cadre de ce même travail de recherche que j'ai découvert André Martin et que je suis rentré en contact avec son fils en 2002, et que celui-ci a fait don de l'ensemble des photographies réalisées par son père en Italie et en Espagne, aussi parce que le fils d'André Martin était photographe également, il s'était formé avec son père, il avait fait vraiment tout un travail de catalogage, de numérisation, de restauration de fichiers numériques, et son propre fils ne s'intéressait pas du tout à la photographie, et donc il commençait à se poser des questions sur le devenir patrimonial de ce fonds, et c'est ce qui a conduit à l'entrée en collection de celui-ci. Donc tous nos deux photographes, notre ethnologue et notre photographe parcourent les mêmes régions, parfois même se retrouvent, en tout cas
sont dans les mêmes villages, ils y produisent tous les deux des photographies, noir et blanc, mais malgré tout, leurs images, bien sûr, ne sont pas les mêmes, parce que leur formation, leurs intentions, leurs méthodes, le rapport qu'ils entretiennent à leur sujet aussi, à l'institution muséale, vont déterminer des pratiques photographiques qui sont différentes. Et finalement, on en revient à cette question, c'est celle du statut de ces photographies différentes de terrain dans un musée de société. Est-ce qu'il s'agit de documents ethnographiques, d'archives scientifiques, d'œuvres photographiques, et qu'est-ce qui vient déterminer ces statuts? Si on revient justement à la question de la formation et de ce qu'elle fait aux images photographiques, Monique Roussel de Fontanès, elle s'est formée à la photographie dans le cadre de son apprentissage de l'ethnographie, à l'Institut d'ethnologie, puis au Centre de formation aux recherches ethnologiques dirigé par André Leroy-Gourand. L'influence va être déterminante tout au long de sa carrière. On conserve les notes de cours qu'elle a pris dans les années 1940 pendant sa formation, et qui porte vraiment cette trace de l'enseignement de l'ethnologie tel qu'il avait cours à l'époque, notamment de Marcel Griaule, où la photographie est définie comme un procédé d'enregistrement objectif, où le document doit être sincère, probant, explicite. On doit éviter les reconstitutions ou les signaler à défaut. Et la photographie est vraiment conçue comme un outil au service du musée, qui est à ce moment-là une institution centrale dans la pratique ethnographique. Et chaque cliché doit étayer la fiche, jalonner l'enquête par l'image et contextualiser les objets, que ce soit dans le cadre de la recherche scientifique ou de la valorisation, à travers la place qu'elles vont prendre dans les vitrines. On en reparlera. En termes de réseau sur le terrain et de ce qu'il fait à la pratique photographique, Monique Roussel de Fontanès va mobiliser un réseau assez éclectique sur place, des militants communistes. C'est le cas d'Antonio Paone, que vous voyez sur la gauche avec sa fille Fiorina, et qui est un maçon du village de Tiriolo, avec lequel la met en contact le député communiste Mario Alicata. Elle est également aidée par des notables locaux, le baron et la baronne Nicotera, des folkloristes et érudits locaux comme Antonino Basile. Elle est également en contact avec des ethnologues, des anthropologues engagés comme Alberto Cirese ou Ernesto de Martino, qu'elle rencontre pour la première fois en 1955 et qui lui écrit la lettre de recommandation que vous voyez. Et c'est intéressant parce que c'est une lettre de recommandation non pas pour un scientifique, mais pour un maire communiste. Il y a toujours cette frontière poreuse entre l'engagement scientifique et politique dans l'anthropologie italienne des années 1950. Et c'est ce réseau, en particulier les relations nouées avec les femmes de l'entourage des Paone, Fiorina Paone, sa mère, ses sœurs, ses amis, qui vont lui ouvrir l'accès aux costumes, aux pratiques qu'elle documente, et également lui permettre de prendre un certain nombre de photographies. André Martin, lui, il est formé, je vous l'ai dit, comme opérateur de prise de vue et de son, ce qui est aujourd'hui l'ENS Lumière, et son travail photographique est croisement du photoreportage et de l'ethnographie. Il est très marqué par l'esthétique de l'agence Magnum, de la photographie humaniste, aussi par le néoréalisme italien, et lui, il voyage en indépendant, il n'a pas de rattachement institutionnel. Alors ses contacts en Italie recoupent parfois ceux de Monique Roussel de Fontanès. Ils ont en commun Ernesto De Martino, qui va publier plusieurs de ses photographies dans ses ouvrages, dans Sud et Magie et dans La Terre du Remords. Et Ernesto De Martino va se rendre à Galatina, là où il va faire sa grande enquête sur le tarantisme des Pouilles, après avoir vu les clichés d'André Martin, comme il l'indique d'ailleurs dans l'introduction du livre que vous voyez ici, où il décrit l'une de ses photographies. Donc il explique qu'il a eu l'idée de conduire cette enquête en regardant quelques belles photographies d'André Martin représentant les scènes qui, chaque année, du 28 au 30 juin, se déroulent dans la chapelle de Saint-Paul en Galatina. On y voyait, photographiée du haut de la tribune Ad Audiendum Sacrum, une jeune fille sautillant sur la console de l'autel, puis se reposant sur la table eucharistique. Et cette photographie d'André Martin, elle fait partie de celles qui sont reproduites dans l'ouvrage. Et c'est Ernesto De Martino, d'ailleurs, qui va orienter André Martin vers ce sujet, de manière générale, des croyances populaires magico-religieuses qui constituent une partie importante de son travail. D'autres rencontres que fait
André Martin vont être déterminantes pour ces images. Alors d'abord Carlo Levi, dont la lecture du Christ s'est arrêté à Éboli a motivé son voyage, qu'il rencontre à Rome et qui l'encourage lui aussi à se rendre dans le sud de l'Italie, et Danilo Dolci, vous voyez en photographie ici, qui est un militant important dans la Sicile des années 1950 contre la pauvreté, la mafia, l'analphabétisme, et il va l'accompagner dans ses combats contre la misère sicilienne, et Danilo Dolci, lui aussi, va illustrer l'un de ses ouvrages sur ce sujet, Spreco, que vous voyez ici, par les photographies d'André Martin. Donc on est aussi dans une dynamique relationnelle où les photographies à la fois sont marquées par ces rencontres, les sujets qu'il traite et les destinations où il se rend sont influencés par ces rencontres, mais en même temps, elles contribuent, ces photographies, à donner une forme visuelle au discours des gens qu'il rencontre à travers leurs publications, notamment. Tout cela, évidemment, a un impact sur la manière dont ces photographies sont conçues. On a donc deux pratiques photographiques distinctes, avec d'abord une différence technique, mais aussi une différence méthodologique. Et les appareils photographiques qu'ils utilisent majoritairement ne sont pas les mêmes. Alors tous les deux ont des Leica et des Rolleiflex, mais Monique Roussel de Fontenay utilise très majoritairement son Rolleiflex et un format 6x6, donc format carré, un appareil photo qui impose un rythme un petit peu plus lent, et elle fait davantage poser ces sujets. Vous le voyez, elle photographie des objets, des processus de fabrication, objets dont certains sont d'ailleurs acquis par le musée. Ici, vous le voyez, on a plusieurs images qui documentent le processus de fabrication de la ricotta, et l'un des paniers à ricotta acquis et ramené à Paris auprès de Francesco Mandaradoni, que vous voyez ici en train de façonner le fromage. Alors, si la plupart de ces photographies sont réalisées au Rolleiflex, elle va aussi utiliser, comme je vous le disais, un Leica, et elle va également réaliser des Kodachromes pour faire quelques photographies en couleur. Le noir et blanc et la couleur sont conçus vraiment comme complémentaires. Les mêmes costumes, vous voyez ici avec celui de San Nicola dell'Alto, vont être photographiés avec les deux procédés qui permettent d'avoir différents détails, de mettre l'accent sur différents sujets. Je vous l'ai dit, elle fait poser ces sujets de manière particulièrement visible pour les costumes, avec les femmes calabraises qui sont photographiées de face, de dos, parfois de profil, selon un protocole qui est aussi hérité de l'anthropologie du 19e siècle, mais qui ici est transformé en outil de documentation systématique du costume. Cette diversité des procédés utilisés, on le voit ici aussi avec cette séquence de nouage du costume, avec 6 clichés différents qui viennent décomposer les étapes de la manière dont le vêtement va être porté, attaché, et aussi un point important, la complémentarité qui existe entre photographie et dessin technique, avec les photographies qui viennent saisir une impression d'ensemble et les dessins qui vont venir synthétiser ces éléments, qui vont venir aussi détailler les motifs et les coupes. Ici, vous le voyez avec le costume de Tiriolo, avec l'ensemble du costume qui est porté, et ensuite certains points de détail, les broderies par exemple, les cols, les manches, qui vont faire l'objet d'une attention toute particulière. Alors, cette pratique et cette proximité aussi, le fait de faire poser les gens, les femmes, le fait de leur faire porter leur costume, ça suppose également une relation qui est négociée avec ces interlocutrices qui ne portent pas toujours le costume, ou qui parfois en ont plusieurs qui l'intéressent et auxquels elle va demander d'alterner entre les uns et les autres. Et donc, ça suppose de créer une relation de confiance pour faire sortir ces costumes. Il faut aussi parfois surmonter la jalousie des maris, et aussi, dans certains cas, porter le vêtement soi-même pour créer la confiance, contourner les réticences. Et ici, vous voyez sur la droite l'ethnologue qui porte le costume de Rosina Bilotti, qui elle-même porte son costume sur la gauche. Donc on a aussi un partage de l'outil, de l'appareil photographique qui participe à cette relation, puisque la photographie sur la droite a été prise bien sûr par l'une des femmes sur laquelle l'enquête était en cours. André Martin, lui, va travailler essentiellement au Leica, plus rapide à régler, plus adapté à la saisie sur le vif, même s'il utilise
aussi occasionnellement un relais flex. Et ces images, pour la plupart, sont davantage saisies en mouvement, souvent dans des situations de fête ou de cérémonie. Ici, vous voyez sur la gauche une photographie posée de Monique Roussel de Fontanès sur le costume. À droite, une photographie d'André Martin sur cette même thématique du costume. Et on voit bien sûr la différence avec des corps qui sont captés dans leur déplacement, des regards qui ne convergent pas vers l'appareil, un cadrage qui semble davantage dicté par l'instant. Différents exemples à travers ces scènes de funérailles ou encore ces célébrations du 1er mai où on a une présence qui, dans certains cas, est négociée, mais le plus souvent, le photographe est simplement présent avec son appareil et photographie les événements qui se déroulent face à lui. Si Monique Roussel de Fontanès est dans une pratique documentaire, de restituer fidèlement de manière objective, en tout cas c'est le terme qu'elle utilise dans sa formation, le réel qu'elle a sous les yeux, André Martin, lui, va davantage rechercher des effets de dramatisation. Par exemple, ici, on a deux vues des drames de la Passion lors du Vendredi Saint, et à droite, vous avez la prise de vue d'André Martin, où le photographe s'est placé sur la scène du drame, au pied du crucifix, avec cette photographie spectaculaire en contre-plongée, où l'on voit la foule et le village sicilien à l'arrière-plan, là où Monique Roussel de Fontanès, elle, est restée plus sagement dans l'assistance, où elle prend en photographie la scène. Un autre exemple assez frappant de cette recherche d'images spectaculaires et dramatiques par André Martin, celui de la mariée de la Saint-Paul, qui est un autre cliché qui est commenté par Ernesto De Martino dans l'introduction de La Terre du Remords, où l'image que lui-même va publier est celle que vous voyez sur la gauche, avec ce visage sombre, fermé, ce contraste très fort entre le blanc de sa tenue et l'obscurité du reste de la photographie. Et en revanche, si on regarde de plus près l'ensemble des négatifs, sur les 27 clichés qu'André Martin prend de cette femme, en réalité, il y en a plusieurs où on est en train de sourire, de rire, de discuter avec des gens, mais celle qui va être retenue, bien sûr, pour la publication, pour la diffusion et que l'on connaît aujourd'hui, c'est une image qui donne qui présente, disons, une image un petit peu différente et plus forte sans doute, mais plus aussi dramatique de cette réalité. Une fois arrivé, retourné à Paris, puisque les deux photographes sont parisiens, le sort de ces images, en quelque sorte, va diverger. Pour l'ethnologue Monique Roussel de Fontanès, les clichés vont entrer dans une chaîne de traitement du musée et de sa photothèque, avec des tirages contacts qui vont être réalisés, une sélection qui va être faite, seulement la moitié à peu près des négatifs qui vont être ensuite tirés et contre-collés sur des planches cartonnées que vous voyez ici. Certaines vont être recadrées pour mettre l'accent sur tel ou tel aspect, le costume par exemple. Les photographies vont aussi être indexées selon les catégories de la photothèque, type vêtements, vie sociale, comme c'est le cas ici, avec des sous-catégories comme mariage, technique, habitat, etc. Des légendes vont être rédigées, développées, qui vont parfois renvoyer à d'autres tirages, qui vont renvoyer également à des objets conservés lorsque c'est le cas. Et dans ce processus, il y a une information qui disparaît systématiquement, le nom des personnes photographiées, qui est pourtant connu, et cette individualité des interlocuteurs et interlocutrices, on en a des traces dans la correspondance et la pratique de terrain de l'ethnologue, que ce soit les lettres que lui envoie Fiorina Paone, les relances de vieilles dames de Palmi qui lui demandent de leur envoyer des photographies, des doubles des photographies qu'elle a prises d'elle, et toutes ces informations qu'on peut reconstituer à travers les archives de l'ethnologue dans leur traitement au musée, s'effacent au profit de la catégorie et de cette objectivation qui était prévue par le musée. Et finalement, elles deviennent véritablement non plus seulement le lieu d'une relation, ce qu'elles étaient sur le terrain, ces photographies, elles deviennent plutôt, une fois arrivées au musée, les pièces d'un dispositif documentaire. Et elles prennent d'ailleurs, je vous le disais, place dans les vitrines du musée,
Vous avez ici le costume de Thiriolo qui est présenté devant plusieurs agrandissements de photographies réalisées sur le terrain, toujours dans cette logique de contextualisation. Les photographies d'André Martin vont suivre un autre parcours. Quelques-unes vont être publiées, on l'a dit, dans les ouvrages de De Martino et de Danilo Dolci, en Italie et en France également, contribuant à façonner une certaine image savante et militante du Sud italien. Il va essayer de les publier aux États-Unis dans le magazine Life, qui est un temps intéressé, mais selon le récit de son épouse, le magazine va renoncer à cette publication suite à des pressions de la diplomatie vaticane qui ne souhaitait pas mettre l'accent sur ces formes de dévotion populaire du sud de l'Italie dans un contexte où elle s'efforçait de les faire reculer. Finalement, c'est un petit peu plus tard, en 1975, que son travail photographique va trouver son aboutissement dans un livre d'auteur intitulé Les Noires Vallées du Repentir. Vous voyez la couverture ici, avec une préface de Danilo Dolci. Et le titre même de l'ouvrage est emprunté à il va inscrire le dans un projet à la fois littéraire, politique, ethnographique, autant que photographique. Et le nom de l'auteur, ses signatures visuelles, l'autonomie de son regard sont affirmées. Et d'ailleurs, l'ouvrage et son auteur vont recevoir le prix Nadar Jean d'Image en 1977. André Martin était proche de Robert Delpire et cet ouvrage va être réédité dans la collection Photopoche, vous le voyez ici, mais dans une sous-catégorie, disons une sous-collection de Photopoche qui est le Photopoche Société. Et cette présence dans cette collection, ça témoigne aussi de ce statut intermédiaire des réalisations d'André Martin entre photographie artistique et documentaire. Donc au MUSEM aujourd'hui, ces deux corpus sont conservés dans des conditions comparables, mais est-ce que leur statut est le même, dans la mesure où les photographies de Monique Roussel de Fontanès sont arrivées comme des archives scientifiques, des documents de terrain liés pour beaucoup. Celles d'André Martin sont entrées comme un fond photographique d'auteur. Au cours de leur histoire, les premières ont pris place dans des vitrines, auprès des costumes qu'elles venaient contextualiser, alors que les secondes ont été publiées dans un livre avec préface, titre, recevant un prix, etc. Pourtant, cette distinction, elle est d'une certaine manière instable, puisque les photographies de Monique Roussel de Fontanès, lorsqu'on les regarde au-delà de leur fonction documentaire, elles révèlent aussi une attention aux lumières, aux compositions, aux expressions qui excèdent largement le simple enregistrement. Et les archives qui les accompagnent permettent aussi de reconstituer la complexité relationnelle, affective du terrain dont la mise en musée avait en partie effacé la trace. Et les photographies d'André Martin, inversement, quand on les confronte aux travaux des Martino, de Danilo Dolci, elles apparaissent aussi comme des documents, comme des sources pour l'histoire, des pratiques religieuses, de la vie sociale, des luttes politiques dans l'Italie du Sud des années 1950. Le statut ne dépend pas seulement de l'intention initiale de l'auteur et du contexte de production, il ne dépend pas seulement non plus du regard rétrospectif de l'institution, il se joue quelque part dans un aller-retour entre ces deux éléments, et c'est ce qui fait de ces images des objets de musée, de société qui sont irréductibles à une seule catégorie. Je pense que c'est aussi la tâche de nos institutions de prendre en compte cette irréductibilité, ce statut double, ambigu, ambivalent, multiple peut-être, plutôt que d'essayer de le résoudre. Merci beaucoup pour cette présentation également qui permet de saisir aussi comment le statut peut dépendre de l'intention initiale ou du regard rétrospectif aussi de l'institution, et posant plein de questions effectivement sur les techniques employées jusqu'à cette objectivation par le musée qui fait disparaître les noms des personnes. On va passer du coup à la suite de ce jeudi, plutôt sur un format de temps d'échange. Et je vous invite vraiment aussi à partager entre vous, de mettre aussi vos expériences respectives, de les discuter peut-être pour ouvrir le bal.
je proposais une question un peu large qui peut en fait s'adresser, je pense, à vous trois. C'est en fait cette question à partir de vos expériences respectives, peut-être sur comment faites-vous justement concrètement des choix de présentation de photographie dans une exposition. Autrement dit, peut-être selon quels critères vous décidez de montrer un tirage original, une reproduction, de respecter son format, de l'agrandir, de l'encadrer et de montrer effectivement ce qui peut se situer autour du tirage. Comment du coup aussi ces choix ils vous permettent ou pas de maintenir dans l'expo le lien entre l'image et le contexte de production et éventuellement d'aller jusqu'à questionner si vous pouvez évoquer des expériences de relation entre photos et œuvres ou objets et comment du coup les collections, vous pouvez les avoir associées à des photos. Et enfin, comment aussi, depuis les institutions dans lesquelles vous êtes, vous prenez en compte ces procédés photographiques, comment vous appuyez-vous sur des informations existantes, c'est-à-dire comme ces consignes de prise de vue, les méthodes d'enquête, les outils de l'ethnologue ou du photographe de l'institution. Est-ce que vous archivez aussi ou est-ce que vous vous appuyez sur des choses existantes ou est-ce que vous reconstruisez a posteriori aussi ces éléments des expériences donc de monstration et deux, sur la question un peu des procédés photographiques et de l'archivage de ces procédés ou de lecture a posteriori. Ça fait beaucoup, je vois Laurence. Je vous laisse en tout cas faire comme vous le souhaitez partager. Bon, moi, je vais me permettre de revenir sur, pardon, sur la carte postale en particulier, puisque ce qui était important pour Valérie Perlès et moi, je n'ai pas insisté assez, puisque le co-commissariat de cette exposition au Musée de la Poste était assuré aussi par Valérie Perlès, c'était pardon, de montrer... enfin, c'est un objet, la carte postale, qui n'est pas patrimonialisé. Et pour nous, on voulait vraiment démontrer le fait qu'il s'agissait d'un objet porteur de mémoire individuelle et collective, véritablement, au cœur, en fait, de plein de problématiques. Donc, un objet multiple et unique à la fois. Évidemment aussi, ces procédés, puisqu'en fait, il n'y a pas une carte postale, mais des cartes postales. Tu parlais, Marie-Charlotte, de l'importance de ces informations. Elles sont cruciales, en fait, dans le cadre de l'objet carte postale, puisqu'on n'a pas les mêmes modes de production, en fait, en fonction de la culture de l'éditeur de carte postale, en fonction de son importance, et cela a des influences sur le tirage, et donc sur le tirage des cartes postales, donc sur son influence, puisque, en effet, une carte postale qui est extrêmement diffusée ne va pas avoir la même influence sociale et sur les imaginaires qu'une carte postale voilà, diffusée à très peu d'exemplaires. Donc, c'est en effet tous ces éléments aussi d'un objet personnel et personnalisable, mais aussi stéréotypé. Donc, en fait, on est presque aux deux extrémités. Il fallait le présenter donc, dans sa masse, mais aussi enfin, comme une iconographie influente et circulante, mais aussi dans sa spécificité d'objet, de l'intime qu'il était. Vous avez vu les images d'écrit, par exemple. Et c'est vrai que c'est aussi un objet du quotidien, donc il fallait vraiment qu'on apporte une plus-value contextuelle, analytique, et surtout historique, en fait, de la carte postale. Pour l'anecdote, c'est vrai ça nous arrivait d'aller acheter en fait des cartes postales pour l'exposition, donc de les acheter très peu cher, puisque vous voyez sur les brocantes, etc. Il y a
beaucoup de cartes postales, et donc d'une certaine manière de les patrimonialiser en les exposant, tout simplement. Donc voilà les différents choix qui ont été faits. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu, mais je voulais revenir sur ces questions. Je pense que moi, je ne vais pas avoir de réponse ferme parce que je crois que déjà dans l'équipe, on n'est pas d'accord en fait. Qu'on a, à mon avis, jamais retenu vraiment exactement les mêmes modes de présentation. Il y a toujours des grands débats quand c'est puisque donc le gros de nos collections, quand même, ce sont des négatifs. Donc, c'est arrivé aussi qu'on présente négatif et tirage, ou négatif et tirage moderne. Mais il y a toujours des gros débats pour savoir si le retirage, il faut lui faire un passe-partout, un cadre, ou le présenter au contraire comme ça, juste sur un dibon. Donc, c'est des échanges à chaque fois, en fait. Et on a tous des points de vue différents, donc je pense qu'on n'a jamais fait exactement la même chose. Par contre, les photographies produites par le musée, donc par Alain Hamel, notre photographe, elle, j'ai peur de dire des bêtises, mais il y a des collègues qui écoutent, alors si je dis des bêtises, il ne faut pas hésiter. J'ai pas l'impression qu'elle soit présentée, encadrée de la même manière, en tous les cas, que les fonds patrimoniaux. Alors que c'est vrai j'ai pas mal interrogé notre photographe, là, justement, pour préparer cette toute petite intervention. Et en regardant les clichés, on sait ce qu'on se disait tous les deux, en fait, les clichés des années 1970, clairement, aujourd'hui, on pourrait considérer que ce sont des clichés patrimoniaux. Il y a notamment, bon, j'ai regardé toute une série de diapositives sur le montage des coiffes dans certaines régions de Bretagne. Photographie qu'on pourrait quand même très difficilement faire aujourd'hui, si ce n'est dans le cadre de groupes folkloriques, de groupes de danse. Mais là, ce n'était pas le cas, c'était juste une repasseuse de coiffe. Donc il y a toute une série d'images qui ont été faites au début des années 70 et jusqu'à la fin des années 70, qui vraiment témoignent d'activités qu'on ne peut plus photographier aujourd'hui en dehors d'animation spécifique et qui, comme ce que disait Raphaël aussi, ont souvent été associés en fait avec des collectes d'objets. Donc ces images-là, on ne s'est jamais interrogé en fait sur leur statut, elles sont rangées comme les autres, mais on pourrait s'interroger en tous les cas. Bon, je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question, Marie-Charlotte. Sur les expériences de monstration, déjà quelque chose qui fonctionne encore assez bien, c'est de manière presque au premier degré de réutiliser les photographies comme ils avaient été conçues à l'origine, c'est-à-dire lorsqu'on remontre des objets acquis lors de ces collectes, c'est toujours assez efficace et apprécié par les visiteurs de les contextualiser à travers la photographie ou les photographies de terrain qui viennent les resituer. C'est le cas par exemple des moustaches cheloues, des biscuits calabrais qu'on avait replacés dans un coffre pour reconstituer l'étal des vendeurs, en s'appuyant d'ailleurs sur la photographie de Roussel de Fontanes qui montrait la manière dont ils étaient placés. Donc les deux ensemble fonctionnaient assez bien. Après, il y a effectivement la question aussi du tirage, dans le sens où, comme je le disais, la plupart de ces photographies sont simplement des négatifs avec des tirages contact de petites dimensions. Ou les tirages un petit peu plus grands contre-collés sur les planches cartonnées. Et là, ces tirages-là, avec les planches cartonnées, dans certains cas, on a aussi fait le choix de les exposer telles quelles, avec la planche également, avec cette catégorisation, pour aussi revenir sur un moment dans finalement l'histoire de l'ethnologie et de la manière dont la construction du regard est aussi passée par cette entreprise de classification du monde, de saisie par la photographie, d'organisation dans le musée. Ça, on a certaines, par exemple, de photographies de femmes de Calabre, notamment de leur coiffure, qui sont présentées dans l'exposition Méditerranée pour parler justement de la constitution du type à travers le regard des artistes, des ethnologues, des anthropologues également, et comment ça s'inscrivait là-dedans. Et toujours dans cette logique un petit peu de faire quelque part aussi de l'histoire
de l'anthropologie et de ces photographies et de leur contexte de production. Finalement, ce travail de restitution de l'identité des sujets et de remise dans le contexte de l'enquête, c'est aussi quelque chose qui peut faire l'objet d'un travail d'exposition. Et là, j'avais une petite exposition à l'Institut culturel italien de Marseille, où on avait tiré de ces photographies justement de terrain de Calabre, de Monique Roussel de Fontenès, et où en fait il y avait aussi toute une matière documentaire, des copies d'archives, de lettres, de documentation qui permettaient justement de resituer ces relations avec les personnes rencontrées sur le terrain, de leur redonner une identité et de redonner aussi cette épaisseur humaine à l'enquête que le musée, dans ses procédés d'enregistrement, avait eu tendance à effacer. Pour ce qui est d'André Martin, c'est un petit peu différent. En tout cas, là, peut-être plus sur la question des tirages, retirages et l'archivage des procédés photographiques, dans le sens où qui lui-même supervisait la réalisation de ces tirages, et en fait, pour aussi garder une trace finalement de cette dimension-là du travail du photographe qui est le produit fini finalement, le tirage. On a aussi fait l'acquisition à titre onéreux cette fois-ci, en plus de l'ensemble du fonds qui a été donné par son fils, d'une série de tirages vintage réalisés sous la supervision du photographe immédiatement après son terrain, aussi pour avoir justement ce regard sur la manière dont lui-même retravaillait ces clichés, dont il les pensait pour différentes publications. Et c'est aussi pour ça que c'était intéressant de travailler avec son fils, puisque lui-même s'était formé auprès d'André Martin et qu'il avait, disons, une idée assez précise du type de tirage que souhaitait son père, du type de rendu de l'image qu'il souhaitait. Et là, on a eu aussi la chance du fait qu'il ait fait ce travail d'archivage, de restauration numérique aussi d'une partie du fond assez important, où je pense que sur les 15 000 à peu près clichés italiens, il en a sélectionné à peu près 15% qu'il a restauré numériquement, ceux qui lui semblaient être les plus importants, les plus significatifs, et qu'il a retravaillé selon ce qui était, selon lui, les processus de travail de son père. On a aussi finalement cet élément de référence-là qui est assez précieux, parce que c'est vrai qu'on se pose aussi la question, quand on travaille simplement à partir des négatifs, par exemple, de format 6.6 de Monique Roussel de Fontenès, qui ont pour certains jamais fait l'objet de tirages autres que les tirages contact. Comment est-ce qu'on les retravaille? Est-ce qu'on les recadre? Est-ce qu'on les retouche? Ou est-ce qu'on les reproduit, tels quels? Et la question est effectivement là aussi tout à fait ouverte, et on est plus sur une approche au cas par cas que sur une approche systématique. Merci beaucoup pour la réponse. Déjà, vous avez des questions entre vous, tous les membres aussi présents à ce jeudi, s'il y a des désirs de partage de questions, je laisse volontiers la parole sans trop voir, donc peut-être faut lever les mains ou pas de main forcément levée. Vous pouvez sinon utiliser l'espace conversation pour poser des questions Ouais. par écrit. Du coup, moi, alors j'en profite avant la fin. J'avais justement une question là-dessus, Marie-Ève, sur la manière dont les archives nationales, vous travaillez cette question de la reproduction, de l'encadrement. Est-ce que, pareil, c'est du cas par cas? Est-ce que vous avez mis des critères qui imposeraient de faire des choix? Enfin, voilà, assez preneuse d'avoir l'expérience depuis le point de vue des AM. Je vais rebondir sur ce que vient de dire Raphaël, justement, dans une approche plus numérisation, puisque c'est vrai qu'on numérise beaucoup ces fonds qui ne sont pas accessibles. On a des ensembles de négatifs, on est obligé, pour les rendre accessibles, de les numériser. Et en fait, lorsque l'on reçoit des fonds de type
font de photographes complets ou de photothèque, nous avons tous ces supports très divers qui sont qui prennent des formes différentes, mais ce sont les mêmes images. Voilà, c'est-à-dire les négatifs, c'est-à-dire des planches contact, donc qui sont une visualisation de ce négatif dans le format du négatif d'ailleurs, et qui sont des outils de photographe, outils de sélection des photographes, vous avez vu dans la présentation de Raphaël, et aussi d'autres occurrences qui sont des tirages de valorisation, des tirages en album. Je pense en fait que lorsque je vous décris cela, à la présidence de la République, le fonds de photographie de la présidence de la République. Et donc, dans ces cas-là, lorsqu'on a tous ces différents types d'objets photographiques, qu'est-ce qu'on numérise? On ne va pas, peut-être pas numériser les mêmes images. Est-ce qu'elles disent des choses différentes? En fait, toutes ces différents objets qui représentent les mêmes images. Voilà. Eh bien, ce n'est pas quelque chose qu'on a résolu de manière voilà, aussi simple, puisque le négatif est l'outil professionnel du photographe qu'il recadre lorsqu'il fait des tirages, qu'il retravaille. Et finalement, la version souhaitée est le tirage pour le photographe, et pas forcément ce qui apparaît sur le négatif. Et lorsque, en effet, donc on a deux approches. Lorsque l'on veut faire expliciter le travail photographique, le travail du photographe, la série, les séquences, eh bien, en fait, on numérise le reportage. Et lorsqu'en effet, eh bien, on souhaite présenter plus, on va dire, l'iconographie pour le fond photographique de la présidence de la République. En effet, ce sont des événements plus qu'on va mettre en valeur avec une lisibilité de ces photographies. Ce sera plus les tirages, qui comprend à la fois les recadrages des photographes, le travail véritablement fait à partir du négatif, qui est le tirage et l'objet final voulu par le photographe. Voilà. C'est pas forcément le négatif, les séries de négatifs. Voilà, donc pour être aussi voilà, donc je pense que ces éléments sont aussi à prendre en compte dans le contexte de différencier les matrices, les outils pour produire l'image et l'image circulante, l'image diffusée, l'image validée, on va dire aussi, utilisée par les photographes et aussi par les industries culturelles après. Et Laurent, j'avais juste la curiosité sur votre moteur de recherche en ligne. Il est évoqué une nouvelle version. Est-ce que tu peux nous en dire plus Alors, vraiment pas beaucoup plus parce que c'est ma collègue Fabienne qui suit ça. Donc, je sais qu'il va y avoir des nouvelles fonctionnalités. Il va y avoir aussi, alors il y en a déjà quelques-uns, mais très peu, des albums qui auront été composés par elle-même, en fait, par l'équipe du musée, sur des thématiques spécifiques pour les gens qui n'ont pas forcément envie de fouiller dans ces milliers de collections. Et je pense que ça sera, si, on pourra avoir une recherche avancée qui ne fonctionnait pas, en fait, dans la base précédente. Voilà, donc elle travaille dessus, on doit faire des tests ce mois-ci. Donc c'est tout neuf, mais ça sera forcément mieux que la version précédente et surtout on sera autonome aussi, si j'ai bien compris, pour pouvoir faire nous-mêmes des modifications, ce qui n'était pas le cas en fait sur la version précédente. Très bien. En tout cas, c'est tellement foisonnant cette base. Effectivement, ça montre l'importance de votre fonds photographique aussi. Il me reste donc, s'il n'y a pas d'autres questions, plus qu'à conclure, surtout en... Pardon, Marie-Charlotte, quelqu'un a levé la main. Ah, je n'avais pas vu. Christelle, on vous laisse. Alors, on ne vous entend pas, Christelle. Vous devez avoir peut-être, j'imagine, un souci de micro, puisque votre micro ne semble pas coupé.
Malheureusement, je vous entends pas. Après, peut-être si vous voulez écrire, alors c'est un peu plus long, mais sur la conversation. Alors pour effectivement donc la question sur les collectes actuelles et les enquêtes collectes en particulier, quel statut des photos contemporaines? Est-ce que peut-être je laisse pour commencer la parole à Laurence? Oui, alors, ce qui est un peu surprenant, d'ailleurs peut-être que ça nous amènera à réfléchir aussi, c'est que nous, on a confié quand même pas mal d'enquêtes de mémoire orale en lien avec nos sujets d'expo à des prestataires extérieurs ces dernières années. Il y a 30 ans, c'était plutôt les conservateurs qui le faisaient, mais même à cette époque-là, les photographes n'accompagnaient pas, en fait, au moment de la collecte de mémoire. Et là, ça a été la même chose, en fait. Là, pour Carnaval, il y a eu une grosse enquête de fait. Précédemment, on avait lancé une enquête sur un fonds photographique qui, d'ailleurs, m'a beaucoup fait penser à celui de Monique Roussel. Mais là non plus, en fait, c'était des enquêtes de mémoire, mais il n'y a pas eu, la présence des photographes n'était pas, ils n'accompagnaient pas, en fait, les ethnologues qui ont fait ce travail-là. Et il me semble que les photos des années 70, elles étaient accompagnées, le photographe et même parfois, il y avait à ce moment-là aussi un technicien audiovisuel au musée. Donc ça pouvait être, les enquêtes étaient enregistrées, filmées en partie, et la présence du photographe était là pour témoigner aussi de l'enquête, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est vraiment la question qui a été posée par Christelle, si c'était vraiment ça ou pas, parce que elle parle de photos contemporaines, donc est-ce que c'est celles que l'on crée nous aujourd'hui? Et elles n'ont, dans ce cas-là, celles qui sont créées plutôt autour de nouvelles acquisitions, elles n'ont pas un statut de collection, mais elles sont conservées par contre dans la base Flora, dans la photothèque. Je ne sais pas si j'y réponds ou pas à la question. Moi, j'ai l'impression que oui. Et je peux peut-être le temps que Christelle nous dit si ça lui correspond à sa question. Je dis simplement un mot aussi côté MUSEM pour les fonds photographiques du musée, issus du musée des arts et traditions populaires, donc qui se crée en 1937, s'ouvre à ce moment-là un registre des fonds photographiques qui est pensé véritablement comme un inventaire musée. Donc, il y a un préfixe PH, les 4 premiers chiffres, c'est l'année d'entrée, un numéro de lot et un numéro d'item dans le lot. Donc, c'est vraiment le même modèle que pour l'inventaire des collections muséales. Et c'est un moment où se crée l'Office de documentation folklorique qui a ce souci vraiment d'afficher, et heureusement, beaucoup d'archives racontent ce souci de gestion des fonds photographiques, mais aussi sonores, au même titre que les objets ou les estampes ou les dessins. Et donc, des inventaires par typologie, disons, se constituent. Et à terme, donc au moment de la fermeture du musée
En 2005, c'est 350 000 photos, dont une grande majorité relève de ces enquêtes collecte, enquêtes sur le terrain, avec des photographes qui peuvent être vraiment des personnes alors impliquées dans les terrains, qui sont aussi des personnes qui vont penser véritablement l'outil photographique dans une démarche ethnographique. Et donc, on va aussi avoir beaucoup de documents qui explicitent l'intérêt de la photographie par rapport au film et ce souci souvent d'identifier comment la photographie peut faire séquence, c'est-à-dire de voir en train de se faire ou en train d'être utilisé un objet. Donc, c'est vraiment aussi un outil pensé de manière assez sérielle. Et donc, la seule finalement difficulté qu'on a, c'est au moment vraiment de la mise en place du chantier des collections, du transfert, que se sont soulevées les questions de statut. Et en effet, étaient posées sur ce registre aussi bien des photographies acquises sous forme en fait de fonds privés que l'ensemble de ces photographies qui relevaient des archives publiques. Et à partir des années 90, une sélection aussi de photographies, la considérée comme photographie plus d'auteur, d'art, ont été portées à l'inventaire du musée. Donc finalement, il a été question lors de la réflexion du statut des chantiers des collections de reconsidérer la nécessité de penser un fonds d'enquête tout en ne déconstruisant pas cet inventaire muséal. Donc, en réalité, aujourd'hui, il y a deux outils métiers, un outil archive et un outil inventaire musée sur cette forme 18 colonnes. Et on recrée finalement du lien entre l'un et l'autre, sachant que les modèles documentaires sont différents, puisque l'outil archive pense fonds d'archives, producteur, et donc l'ensemble d'un fonds d'enquête, là où l'inventaire photographique pense entrée item par item. Et donc, pour dire vite, aujourd'hui aussi, on est dans la même situation que Laurence. Il y a des photographies réalisées en interne, mais la majorité de nos photographies de terrain sont faites aussi par les enquêteurs ou par des photographes professionnels qu'on envoie sur les terrains. Et donc, la manière de le gérer reste donc désormais la même, si ce n'est que la question du tri se pose aussi davantage, parce que les volumes qui sont ramenés par les enquêteurs sont très impressionnants par rapport voilà, aux années forcément 30, où il y avait un souci de matière, enjeux économiques et autres. Donc, finalement, on maintient ce double regard d'enjeux de fond et d'enjeux à l'item, mais l'item, c'est vraiment une substantifique moelle qui est choisie simplement pour être intégrée dans ce registre PH de manière à pouvoir vraiment lier un objet et sa photo, là où le fond photographique voilà, est vraiment traité comme de l'archive publique dans notre outil de gestion d'archives. Je ne sais pas si c'est aussi exactement, ça correspond à votre question, je regarde. Et ok. Donc, je crois qu'on a répondu à la question. Si il me semble qu'il n'y en a pas d'autres, moi, je voulais vraiment vous remercier, Laurence, Raphaël et Marie-Ève, voilà, pour la participation à ce jeudi. Remercier bien évidemment Pauline et tous les participants. Et aucun problème pour le micro, on est tous habitués à ces tergiversations techniques, on t'aurait entendu avec plaisir, mais merci aussi Christelle voilà, pour ces questions. Et je vous souhaite à toutes et tous aussi une très très bonne journée. Merci. Merci beaucoup. Merci, très bonne journée à toutes et à tous. À bientôt. Merci.